Bonjour Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de faire cette vidéo. Bah de rien, merci pour la proposition. Alors au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 4 points différents. Le premier, on va parler un peu de ton parcours. Ensuite, on va parler du game des candidatures qui t'a amené justement à arriver à Copenhague, dans le poste dans lequel tu es aujourd'hui. On va ensuite parler en troisième partie de la vie locale et également un peu de ton salaire, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui regardent les vidéos. Et pour terminer, en quatrième point, on va parler un peu de ton bilan, de ton expérience actuelle et du golden advice, c'est-à-dire du conseil que tu peux donner à toutes les personnes qui veulent justement s'expatrier. Ok, Ça te convient ? très bien. Parfait, écoute, on va commencer directement un peu avec ton parcours, le point de départ. Si tu peux me faire, pas ton CV, toutes les lignes, mais un peu globalement ce que tu as fait en termes d'études, en termes d'expérience professionnelle, et ce qui t'a amené à postuler pour le poste que tu fais aujourd'hui, que tu pourras nous dire, et dans la ville aussi dans laquelle on est aujourd'hui, que tu pourras nous dire. Ok. Ouais, globalement, le parcours classique, donc classe prépa, école de commerce, j'ai fait Rennes School of Business, avec un parcours avec donc beaucoup de stages, presque essentiellement tous à Paris. J'ai également, mais j'en reparlerai sans doute parce qu'en fait du coup c'est lié, j'ai fait mon Erasmus en fait à Copenhague, qui était une destination par ailleurs que j'ai pris un peu au hasard à l'époque où on pouvait plus voyager pendant le Covid. Donc j'ai en fait mes expériences pro plutôt sur de la gestion de projet au départ en finance, en banque assurance. Ensuite j'ai aussi en parallèle de mes études toujours travaillé, je faisais du commercial dans une entreprise d'IT, une ESN, donc entreprise de services numériques. Voilà, globalement j'ai voulu mêler ces deux-là, donc le commercial et le delivery. Donc j'ai fait ensuite un stage de fin d'études en conseil chez Devoteam, qui comme toutes les grosses ESN ont une partie conseil en management. Donc là c'était Devoteam Digital Impulse, comme tu as Capgemini Invent, Sopra Steria Next, ce genre de trucs. Donc j'ai converti mon stage de fin d'études et j'ai en tout fait un peu plus de 2 ans sur tout le grade junior en conseil. Donc à Paris. Et ensuite, donc j'avais déjà l'idée en fait depuis le début de partir à l'étranger. J'étais plus ou moins en veille passive sur des VIE. On reparlera un peu de l'opportunité du VIE, mais c'était le plus simple. Je l'ai eu et puis let's go. Ok, mais elle est venue où cette idée-là de partir à l'étranger, enfin, de vouloir commencer à travailler ou même faire à mesure de ta carrière de partir à l'étranger? Ouais, c'est assez long. Je pense que depuis le début, quand je dis depuis le début, c'est collège en fait. Ok. Je voulais partir. J'ai un endroit qui était déjà trop petit pour moi. Je voulais voir ce qui se faisait ailleurs. Bien sûr, Paris c'est cool parce que Paris c'est une ville mondiale, c'est une ville extraordinaire. Mais c'est un contexte et une culture que je connais bien puisque c'est la mienne. Donc je voulais voir ce qui se faisait ailleurs et donc je voulais partir à l'étranger. Ok. Et quand tu parlais un peu de Copenhague, donc tu dis que c'était une sorte de, un peu la chance, peu importe, c'était pas réfléchi. Maintenant que tu as un peu ce recul-là, tu es content d'avoir fait ce choix-là? Ouais, totalement. Donc en fait, si je reprends mon histoire de partir à l'étranger, donc je pense que c'est la seule raison en fait, pour laquelle je voulais faire école de commerce, parce que ce qu'on te vendait à l'époque, le côté international, sans idée de trop ce que je voulais faire. Et je voulais, je ne sais plus ce que je voulais à cette époque-là, mais lorsque j'ai pu candidater pour enfin faire le semestre à l'étranger, j'avais vraiment charbonné à l'école top 10 de promo pour avoir la destination Bravo. que je veux. J'ai choisi donc une fac à Shanghai, une top fac mondiale, et janvier 2020, je vous laisse deviner ce qui s'est passé, bien sûr que je n'y suis jamais allé. J'ai retenté une fois, 2 fois, et en fait les frontières n'ont jamais rouvert. En Chine ça durait très longtemps, jusqu'à ma dernière chance, qui était donc le M2, le dernier semestre de M2, donc le dernier semestre d'études. D'ailleurs c'est ce moment-là où tu fais un MSI dans la plupart des écoles, tu te spécialises. Ouais. J'ai annoncé la spécialité pour pouvoir partir. Le souhait de partir à l'étranger était supérieur à un MSI qui était... Et honnêtement, ça n'a pas énormément de valeur. Non, je voyais peu de valeur. De toute façon, en école de commerce, surtout dans ce groupe d'écoles qui est le groupe B, selon comment on classe les trucs en France. Ton master, on s'en fout. Ce qui compte, c'était les expériences de ton CV. J'avais un beau CV par rapport à mon école, donc j'ai privilégié l'étranger plutôt que le MSI. Et donc, ayant été un peu échaudé de se faire annuler l'échange 2 fois, je regardais le Canada à un moment, et donc je me suis rabattu sur l'Europe, puisqu'il y avait très peu de visibilité à cette époque-là. 6 mois c'était une éternité, donc 1 an à l'avance, je me suis dit ok, Europe. Globalement, mon choix était rapide, puisque je voulais un peu une expérience dépaysante, et l'Europe du Sud, je me suis dit c'est une culture assez similaire à la France. Je voulais partir proche mais loin, on va parler des avantages du Danemark.
Je trouve que ça regroupe ça. Et proche et loin, donc c'est une culture qui est assez différente de la nôtre. Et l'Europe du Nord, ça s'y prêtait plutôt bien. Et là, le choix était rapide puisque je voulais quand même, je suis très, dans mes coups perso, très urbain, je n'ai jamais vivre en ville. Il y avait que deux villes, il y avait Oslo et Copenhague, et de ce que j'ai pu voir, Copenhague est une ville beaucoup plus sympa qu'Oslo, et pour avoir fait les deux, c'est Ouais, je vrai. confirme. Je confirme. Je pense que c'était un bon choix. Ok, super intéressant. Donc ça, c'était le premier choix que tu as fait de partir à l'étranger dans le cadre de ton échange universitaire. Mhm. Et ensuite, dans le cadre de ta vie professionnelle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou c'est Ouais. même, trop ça J'avais l'idée de retenter, j'avais d'ailleurs à l'époque, vraiment je force en fait depuis très longtemps, je te parlais de mon job étudiant où je faisais sales, j'avais une opportunité à Londres, d'ailleurs qui était bien entamée et encore Covid. Je me suis fait bien avoir par le Covid plusieurs fois. Mais bon écoutez, je pense que Tout ce qui me tue pas rend plus fort. Ouais voilà, en fait faut juste réessayer. Bon tu t'adaptes un peu tes plans mais faut essayer. Donc pas à Londres. Et puis en fait, plus ma carrière avançant, plus voilà, je voulais vraiment tester les conseils, j'étais très attiré par ce domaine-là. Et bien que j'avais regardé un peu ce qu'ils faisaient en conseil ici au Danemark au début, bon en fait c'était un job qui me paraissait un peu challengeant et en fait je me voyais pas commencer à l'époque, manque de, je sais pas, de courage, de confiance, ou voilà, je voulais prendre le temps. Je ne voyais pas commencer le conseil qui est un nouveau métier dans un nouveau pays. Ok. Je pense que Deux grosses barrières, quoi. Ouais, deux grosses barrières. Je me suis dit, je vais prendre l'un puis l'autre. Et ça, c'est un peu piégeux. Parce que je me souviens, je commençais les conseils et beaucoup de collègues me disaient, ah oui, non, mais je racontais, voilà, dans 2-3 ans, je vais partir à l'étranger. Tout le monde me racontait, ouais, ouais, t'inquiète, on avait toute cette ambition en arrivant comme toi. 5 ans après, on est toujours là. Ouais, tu rentres dans un cycle, c'est dur d'y sortir, quoi. C'est dur de se ressortir. Bah, la vie à Paris est confortable en fait, hein. Voilà. Mais j'avais cet objectif depuis très longtemps, alors je voulais absolument le faire. Et quitte voilà, un peu changer peut-être la stratégie sur le job, et on en reparlera, mais c'est ce que j'ai fait et ça a marché et je suis là. Ok, donc t'as fait pratiquement 2 ans à Paris en conseil. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Tu peux nous parler un peu de, si je reprends un peu la trame, là je pense qu'on va parler, on a parlé de la destination, donc Copenhague, hein, c'est plus un secret. Si on passe maintenant à la partie 2 un peu sur les candidatures, quel est le déclic? Comment est-ce que tu as entamé tes candidatures? Tu peux nous en parler un petit peu? Il n'y a pas eu de déclic. En Ok. fait, c'était un objectif depuis que j'avais eu dès le début. Je me suis dit, je fais 2 ans, je passe le grade de supérieur, senior, et je me barre. Donc c'était pas un déclic que en fait une espèce de plan long terme quand même. Ok. Et ensuite si le déclic en soi ça a été donc en conseil management, on est sur des missions d'environ 6 mois et j'ai eu la chance ou la malchance de tomber sur une mission qui m'intéressait peu à un moment. Donc quand les journées sont longues et que tu es au bureau, bah, des fois hop, petit onglet sur les offres. Et c'est là que j'ai trouvé l'offre actuelle. Voilà, donc pas de déclic mais une stratégie long terme et l'opportunité qui se présente. Ok, ok, super intéressant. Donc déjà, si on doit faire une sorte de mini récap de la première partie, même si on a déjà commencé la deuxième partie, c'est important d'avoir un plan et potentiellement de s'y fixer, mais aussi d'être un peu flexible parce qu'il y a forcément des choses que tu n'as pas prévues qui interviennent, typiquement le Covid dans ton cas. Mais ok, donc super intéressant. Et donc là, si on retourne à ce que tu nous disais, tu cherchais une offre, tu es tombé sur une offre, tu avais plusieurs pays en tête, ou tu as beaucoup aimé ton expérience à Copenhague, donc tu t'es dit let's go, je retourne à Copenhague. Comment est-ce que ça s'est passé? Même en termes d'offres, tu as utilisé quelle plateforme? Ouais. J'avais pas pour ambition absolue de revenir à Copenhague. Okay. J'ai kiffé, mais j'étais ouvert à avoir autre chose. Et d'ailleurs, je pense que c'était même la première réflexion, c'était j'avais encore faim, quoi, je voulais en voir d'autres destinations. Mais puisque les envies changent, hein, j'avais pu les envies que j'avais à 20 ans, par exemple la Chine, c'est complètement abandonné. Je suis très attaché au mode de vie que j'avais commencé à développer à Paris, et puis il y a d'autres contraintes qui viennent après, la famille, les proches. Donc voilà, le très loin me paraissait moins attirant. Et aussi parce que j'aime ma qualité de vie en Europe, hein, des choses toutes simples, mais je sais pas si on voit le vélo dans le cadre. Je crois qu'on le voit un petit peu, ouais. Mais sinon je mettrai une photo quelque part. J'aime faire du vélo comme sport, j'aime aussi me balader dans la ville à vélo, avoir tout à pied, descendre de chez moi, aller au café. C'est le mode de vie que j'avais à Paris, d'aller au cinéma. Et en fait, bon, globalement, c'est un mode de vie qui est un peu possible qu'en Europe. Mais je regardais les destinations que j'avais en tête, je raconte à l'époque, Amérique du Nord, Europe du Nord. Donc Canada, Okay. Quelques États aux États-Unis qui pourraient m'intéresser, et globalement Europe du Nord, donc je comptais donc Scandinavie, UK, Allemagne Pays-Bas aussi, et Allemagne, Allemagne pourquoi pas, mais l'Allemagne anglophone. Okay. Pas Munich où l'allemand est une barrière. Ok.
Donc ça c'était l'idée de base. Et en fait j'ai regardé où. En fait, bon, globalement mon expérience sur la recherche elle va pas beaucoup pouvoir aider. Pourquoi? Parce que c'était une chance énorme. Mais bon, des fois c'est comme ça que ça marche. T'as pas eu de chance avec le Covid plusieurs fois. Voilà, ouais, fallait bien que ça retombe de l'autre côté de la pièce. Non, en fait j'ai pas fait vraiment une recherche intensive. Je m'étais inscrit passivement sur Business France. Ok. J'ai aussi quelques filtres LinkedIn. Et globalement, je n'avais jamais rien vu d'intéressant parce que, notamment sur le VIE, je parle pas donc les destinations. On m'avait déjà appelé pour des destinations Belgique, Luxembourg, qui, même si elles sont pas inintéressantes, je trouve qu'en VIE, ça n'a aucun intérêt à part être du dumping social pour les boîtes. Non, ce que je veux dire là, c'est que, ouais, effectivement, tu vas Ça avoir. dénonce fort. Ça dénonce fort, mais c'est ce que c'est, parce que dans un pays, en plus la Belgique est francophone, si vous visez ces pays qui sont intéressants pour certains domaines d'activité, bah tentez le contrat local. Le VIE a peu d'intérêt dans ce cas-là. À part en premier boulot, ça peut être une belle opportunité. Mais moi, je suis dans le cadre du deuxième boulot. Et là où les VIE, la plupart des jobs que j'avais pu voir, c'était plutôt taillé junior, entry-level job. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient assez intéressantes. Jusqu'au jour où je tombe sur une offre qui globalement correspondait, qui n'était pas à fond dans ce que je souhaitais faire, mais qui correspondait à mes compétences actuelles, qui était la gestion de projet, donc ce que j'avais fait globalement avant ma diplomation. Donc sur le papier, sur les critères recherchés, c'était intéressant pour moi, et c'était à Saint-Gobain, une boîte que je connaissais peu, mais j'avais pu voir, c'était un client qu'on avait en conseil, dans l'environnement des grosses boîtes en France qui sont plutôt dynamiques. Et à Copenhague. Donc là, je me suis dit, bah, écoute, la combinaison des trois est beaucoup trop intéressante pour que je ne tente pas. J'ai refait mon CV l'après-midi et puis j'ai shooté. Ok. Mais quand tu dis que tu t'es fait rappeler pour Belgique ou Luxembourg, donc comment ça se passe concrètement? T'as quand même postulé ou alors c'est quand tu t'inscris sur Business France, ils t'appellent directement? Business France, t'as une plateforme qui est une plateforme qui a un job post, mais aussi une plateforme où tu déposes ton CV qui est visible aux recruteurs. Ok. Voilà. Quand je parle du Luxembourg Belgique, j'en ai eu plein. Alors il y a eu Business France, c'est sûr. Il y a eu aussi des plateformes que j'ai vues à l'école. Je ne pourrais plus me rappeler. Okay. Job Teaser. Ok, ouais, Job voilà. Enfin, je sais que j'étais très sollicité pour des expériences dans ces deux pays-là. Ok. Ok, très clair. Et là, un petit peu, bon, nous on se connaît très bien. Je sais que tu as un gros réseau ici, notamment de Français, mais également d'internationaux qui sont venus travailler à Copenhague. Avec les discussions que tu as pu avoir, parce que je sais que tu es quelqu'un de curieux également, si tu devais, par exemple, si tu n'avais pas eu l'opportunité de faire un VIE, si tu avais dû trouver un contrat local pour venir travailler à Copenhague, est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu te serais pris un peu différemment? Peut-être du networking, je sais pas. Oui. Alors c'est là où c'est un peu compliqué. Alors, même si dans l'absolu c'est quand même le moins compliqué. Hein, si on reprend les bases de la recherche à l'expatriation, le fait qu'on soit dans un pays de l'Union Européenne, ça aide beaucoup. Donc il n'y a pas de frein de visa, etc. Donc vous pouvez venir ici sans contrainte. La grosse contrainte, du coup, ça va être de trouver un job. Même si on peut en soi déménager sans que la résidence européenne, le but c'est de s'inscrire dans sa carrière. Je déconseille un peu non. Dans l'absolu, ce qu'il y a de mieux, c'est de venir ici et de regarder les opportunités. Il faut pouvoir se le permettre parce que le coût de la vie est très cher. Et puis... voilà. Ensuite, venir sans rien, c'est trop risqué. Je peux que conseiller la version safe qui est de chercher à distance, même si c'est plus dur. C'est plus dur pour deux raisons. Et la principale étant que, bien sûr, il y a un marché local qui est extrêmement attractif, qui est extrêmement dynamique. En gros, les Danois, ils ont tous des bacs plus 5. Donc si vous pensez avoir des compétences un peu intéressantes, il faut savoir qu'il y a 10 Danois qui les ont. Premièrement. Le deuxième, c'est que c'est un pays, alors vous allez me dire c'est un peu partout comme ça, mais je trouve que c'est très prégnant ici. Là où en France, quand même, j'ai eu des jobs via le network, notamment les premières expériences, je les ai eues sur le parcours classique, tu postules à une offre, on te rappelle, etc. Ici, c'est quand même beaucoup plus. L'importance du réseau est beaucoup plus prégnante. J'ai discuté avec beaucoup de managers locaux qui me racontent qu'ils en fait, ils n'ont jamais recruté quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas ou donc ils n'ont pas entendu parler. Okay. Et j'ai aussi vu pas mal de choses passer plutôt sur LinkedIn. Les offres sont quand même postées, donc le marché caché il est prégnant, mais les offres vont être postées quand même. Ouais. Donc c'est un peu donc voilà, faut pas penser que vous êtes loin donc vous n'allez pas voir les offres, vous allez les voir, c'est juste qu'il y a déjà des gens qui sont positionnés dessus. C'est vrai.
L'importance du réseau, ouais, elle est pas mal parce que là, on va toucher en fait au trait culturel du pays. C'est un pays qui, en fait, on le voit dans la vie au quotidien, c'est très rigolo. Hein, je sais pas si à quel point vous le connaissez, mais on laisse les poussettes dehors. On peut vivre au milieu de Copenhague et pas fermer sa porte à clé. Bon, le vélo, je conseille pas les vélos, on peut se les faire piquer. Mais globalement, C'est le seul c'est le seul truc qu'il contre-exemple. faut surveiller. Voilà, enfin, au bar, tu poses ton téléphone sur la table, ton sac, tes affaires. Au musée, tu poses ton manteau sur un porte-manteau. Il n'y a pas de casier à la sac, tu loques pas tes affaires. Pourquoi? C'est dans un pays qui, c'est vraiment une high trust society. On le voit dans plein d'événements de la vie courante, mais en fait, le contrepartie professionnelle de ça, c'est que la confiance, elle est primordiale, elle est un peu plus dure à avoir, et on peut parler de ça, mais ce qui fait que du coup, pour le recrutement, ils ont besoin d'avoir confiance. Et en fait, c'est humain, on a confiance dans les personnes qu'on connaît, les personnes qui nous ressemblent. Et donc, je pense que c'est pour ça que le réseau est super important ici. Ok, super clair. Donc, bon, je pense que, parce que aussi j'ai une personne qui est juste là, qui n'a pas forcément fait tout ce travail de networking pour venir travailler ici, qui a postulé en France, donc ça existe, c'est possible, mais en effet, je pense que, enfin, je suis 100% d'accord avec toi, c'est beaucoup plus dur, surtout quand on n'habite pas ici, quand on ne peut pas rencontrer les personnes, les entretiens, si on les fait en ligne, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est toujours possible de postuler aux offres qui existent sur LinkedIn, Jobteaser, etc. Mais en effet, le networking, ça facilite. Et si vous voulez vraiment travailler ici, bah, ça maximise vos chances d'obtenir un job. Ok, super intéressant. Maintenant, si on passe à la troisième partie, un peu sur la vie locale et également si on parle un peu de nombre, ton package, donc le VE, ce que tu me disais juste avant de tourner la vidéo, c'est que c'est quelque chose qui est public. Donc, de toute manière, ça ne te dérange pas de dire combien est-ce que tu es payé. Ouais, du coup, alors le VIE, de toute façon, c'est des données qui sont publiques. Donc, donc, mon employeur n'est pas la boîte dans laquelle je bosse, mais Business France, une agence gouvernementale. Ce qui rend simple, en fait, il n'y a pas de question de fiscalité. C'est du net. Je vous invite à voir si ça vous intéresse. Le VIE, spécifiquement, on va voir les détails sur les sites, en termes de ce que ça veut dire pour la cotisation, etc. Ce qu'il en est, c'est qu'ici, donc net, alors, je crois que c'est 3004. Et après, j'ai une petite aide au logement de mon employeur. Donc, je crois que ça me fait 3006, 3007. Ok. Ce qui est super bien, pour moi parce que déjà, c'est un gros tiers comparé à Paris. Ok. Euh, Donc 33% de plus que ce que tu étais payé à Paris, grosso modo, quoi. Ouais. En net. Après, oui, par contre, il n'y a pas d'intéressement de participation, ce qui compte à la fin de l'année. Mais globalement, c'est ça. Ce qui fait que je trouve pour moi c'est intéressant déjà, mais alors pour un premier boulot, waouh, c'est un salaire que je connais personne qui commence avec ça en France, hors carrière, finance ou conseiller en stratégie. Ok, ok, super intéressant. Et bon, je sais pas si tu as pu parler de ça, je sais pas à quel point les Danois sont ouverts de payer leur salaire ou pas, mais en contrat local, ça reste des salaires qui sont quand même assez attractifs au Danemark ou Oui, comparé au coût de la vie. Est-ce que tu penses que les gens sont quand même gagnants par rapport à par exemple Paris? compliqué parce qu'en fait, donc ici les salaires sont très élevés, mais l'impôt sur le revenu est aussi très élevé. Donc en take home salary, donc vraiment le super net, c'est plus élevé qu'à Paris, mais il n'y a pas une marge de fou à la fin puisque le coût de la vie est extrêmement élevé. Euh, donc après, c'est une question de mode de vie, de style de vie. Moi, je gagne beaucoup plus et j'épargne beaucoup plus qu'à Paris, puisque j'ai adapté mon style de vie pour faire en sorte que ça soit possible. Globalement, Copenhague, mais d'autres grandes villes européennes, c'est comme ça. Il faut abandonner l'idée de vivre seul. Ouais, c'est Ou ce que alors, j'allais vous dire. la gardez, mais vous dépensez 50% de votre salaire et c'est votre choix. Ouais. Moi, je préfère le choix d'avoir plus de liberté, donc je suis en coloc. Globalement, mais les locaux, c'est comme ça qu'ils font. Hein. On vit en coloc jusqu'à temps qu'on soit en couple 3-4 ans avancé et que le bébé est presque en route. Et là, tu déménages avec ton partenaire. Sinon, tout le monde est en coloc. Ça, par contre, c'est la spécificité de la ville. On mange beaucoup moins dehors. Les restaurants Ils sont super chers. sont super chers. On mange très bien, mais c'est pas accessible comme les à Paris. Surtout dans Paris, ouais, c'est ça, au nord de Paris. Ouais. Donc, si on arrive à ajuster son mode de vie, parce que bah oui, on n'est pas en France, il y a des choses qui diffèrent un peu, on en sort gagnant. Vous pouvez regarder les chiffres des salaires, hein, on est sur un niveau de vie qui est plus élevé qu'en France. Ok, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que bon, un couple parisien, un couple danois, en valeur absolue, le couple danois va plus mettre de côté, mais en pourcentage de son salaire, pas forcément.
parce que Ouais, les c'est salaires ça. sont beaucoup plus élevés. Une personne qui est célibataire, là je pense que c'est un peu plus compliqué et je dirais peut-être que à Paris, ou alors c'est plus ou moins pareil. Bon, ça dépend en effet du cadre de vie, si en colocation, pas colocation, etc. Mais ouais, je te rejoins. Si colocation, on s'en sort mieux ici. Ouais, je pense. Sauf si jet set et restaurant tous les 2 jours, où là c'est un peu plus Mais compliqué. à Paris, t'as la même tentation, hein. Donc C'est vrai, c'est une c'est question de style de vie. C'est vrai. Et j'aimerais bien clôturer cette troisième partie en parlant On a parlé un peu du lifestyle, tu parlais du vélo, mais j'aimerais bien parler un peu, de continuer dedans et parler un peu de la culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la culture ici, ce que tu en penses, la qualité de vie également, parce que c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle des pays scandinaves, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? Effectivement, et c'est un peu prégnant, je vois beaucoup dans les médias en France où on nous assène sur la qualité de vie en Scandinavie, des gens, j'ai fait un reportage, des gens à Lego qui finissent à 4 heures. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les clichés sont vrais. Mais ça veut pas dire que ça plaise à tout le monde. Pour beaucoup de gens, et je conçois, ils viennent ici, alors là qui testeraient jamais, c'est trop loin, trop froid. Il y en a qui viennent et puis après ils sont un peu échaudés. Il faut supporter l'hiver. Il faut supporter le climat. Surtout l'hiver qu'on a eu là, il était compliqué. Ouais. Moi, je trouve ça beau. Non, mais c'était beau. C'était long. Voilà, il a fait très froid pendant très longtemps. Et surtout, le problème, c'est pas tant la température. Si vous venez de Paris, du nord de la France, c'est pas un autre monde. C'est juste la même chose, mais en pire. Si vous venez de Marseille ou du sud ou de Nice, Ah, là, c'est compliqué. là, il faut se mouiller la nuque. Ça change. Non, ce qui change vraiment, c'est la lumière. Et il faut pouvoir supporter une période qui est pas cool. Au-delà de ça, la société elle est organisée pour le bien-être individuel. C'est vraiment une société du care. Ta vie et la vie professionnelle est basée sur la vie de famille. C'est extrêmement flexible. Oui, tu finis à 4 heures. Attention, c'est pas qu'on travaille moins, c'est qu'on travaille différemment. Voilà, tu commences plus tôt et t'as pas de pause. Donc tu shotgun ta journée pour avoir du temps libre. Et les gens ont du temps libre, ils l'utilisent. Non, c'est tout à fait un autre équilibre que la France. Et moi, personnellement, j'y trouve mon compte. Ok. Et puis si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu disais, c'est que c'est une ville qui est un peu plus facile qu'à Paris. Par ça, je veux dire que globalement, les transports en commun fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, je prenais le RER avant pour aller travailler, un jour sur deux, il y avait des soucis. Tout se fait en 20-25 minutes en vélo. Donc en effet, si tu aimes faire du vélo, c'est simple. La ville est faite pour le vélo, donc avec des pistes cyclables qui sont vachement larges. Et ouais, non, globalement, c'est une bonne qualité de vie. Après, je pense qu'en effet, le vrai point négatif, c'est la météo. Où l'été, c'est l'une des meilleures villes du monde, je pourrais même dire. Non, mais sinon on serait pas là. Ouais. C'est un peu- Et l'hiver, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Ok, merci Guillaume. C'était vraiment super intéressant. On va clôturer cette vidéo avec la quatrième partie, un peu sur ton bilan actuel, parce que ça fait 1 an et demi que tu travailles à Copenhague. Est-ce que tu peux nous dire un peu si globalement tu es satisfait ou pas de ton expérience et si tu as autre chose à me dire en fait à ce sujet. Écoutez, ouais, extrêmement satisfait. Après, je savais où je mettais les pieds puisque j'avais fait un échange avant. Donc voilà, il y a des aspects qui peuvent refroidir certaines personnes, mais globalement, par rapport à mes attentes professionnelles, personnelles, je suis très satisfait. C'est un lieu extraordinaire. Et d'ailleurs, en conseil général, je pense que si vous êtes. Bon, je déconseillerais Copenhague aux gens extrêmement ambitieux. Voilà, si vous voulez faire trader, si vous voulez gagner un salaire à 3 chiffres et demi, ce type de personnes. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour les gens ambitieux. On pourrait revenir, il y a des très grosses entreprises internationales danoises sur lesquelles il y a des opportunités incroyables. Il y a un très gros marché sur le conseil, à la fois en management et en stratégie, parce que les boîtes danoises qui sont globalement très internationales en consomment beaucoup. Donc pour les gens ambitieux, il y a une place qui est extraordinaire. Et je trouve que c'est vraiment c'est un peu le sweet spot, c'est-à-dire qu'on a des opportunités internationales sur des grosses boîtes qui en France seraient réservées à Paris. Là où tu as une qualité de vie qui ne suit pas parce qu'il y a un volume horaire qui est important, un stress qui est important et des conditions de vie qui fait déjà que tu travailles beaucoup, tu passes ton temps dans les transports et globalement tu vas gagner bien et tu n'as pas tant le temps que ça d'en profiter. En plus, si tu as une vie de famille. Là où Copenhague c'est le sweet spot parce que tu as les opportunités qui sont assez similaires, même si elles sont plus restreinte, il y a une économie qui est petite. Et où en contrepartie, tu as une qualité de vie qui est extraordinaire. Tu as le temps de faire ce que tu veux pour développer tes loisirs, pour faire autre chose, en fait, avoir une vie en dehors du travail. Et si tu as une famille, alors là,
le gap en qualité il est trop grand. C'est beaucoup mieux ici. Ok, ouais, très clair. Je suis 100% d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et d'un point de vue, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des points positifs. Est-ce que toi, le point négatif, on a parlé un peu de la météo. À part ça, est-ce que tu en vois un peu d'autres ou pas? L'objectif, c'est pas de faire la promotion à 100%, tu vois, et pas non plus de dénigrer alors qu'il n'y a pas de matière à dénigrer, mais est-ce que tu vois des choses qui sont peut-être un peu différentes négativement selon toi par rapport, pas forcément d'un point de vue culturel, mais juste de la vie, tu vois, je sais pas si tu as quelque chose en tête. Pour avoir la full picture négative, je pense qu'il me faudrait, moi j'ai un point qui manque à mon expérience, c'est vraiment de bosser dans une entreprise vraiment danoise. Donc je l'ai pas. Après, le point négatif, c'est que non, en vrai, je n'en vois pas tant que ça. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je pense. Voilà, on n'est pas à la maison, la bonne bouffe me manque, le fromage me manque. En fait, les points classiques d'un Français qui serait un peu trop loin de chez lui. Après, les points négatifs du lieu, non, franchement, pour couper au montage et me poser la question, je sais pas. Non, bon, on verra si. Non, mais après, si, j'en ai un pour couper. On est sur une culture qui est très différente, un peu notre culture française. Voilà, on est comme sur une culture qui est assez réservée. Il y a un peu moins la place à cette spontanéité, et viens, il fait beau, on va boire un verre en terrasse ce soir après le travail. Ça faut pas trop l'attendre. C'est vrai. Voilà, c'est des micros trucs qui sont différents. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi je pense que ce qui m'a. J'étais ultra naïf, pourtant j'avais fait un échange à Milan, mais tu me diras, l'Italie, c'est assez proche de la France. Milan-Paris, ça se ressemble beaucoup. Hein. Et je me suis dit, bon, Europe, globalement, oui, culture différente, mais ce n'est pas non plus extrêmement différent. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que si, pas forcément d'un point de vue négatif, hein, mais juste que ça m'a pris du temps pour m'habituer un peu et pour comprendre que en fait, les Danois fonctionnent différemment des Français. Ce qui paraît logique en 10 ans, mais ce qui n'était pas forcément logique dans ma tête avant d'arriver ici. Qui serait un bon bilan sur le Danemark, je pense que si on devait résumer, c'est ça, t'as 2 heures de vol de Paris, et pourtant c'est extrêmement différent. Ouais, 100%. Donc c'est le loin proche que j'apprécie. Ok. Mais globalement, expérience ultra positive, bonne qualité de vie, bon salaire, bonne rencontre que tu as pu effectuer, et puis en même temps, bonnes activités avec le vélo que tu peux faire ici, etc. Donc, ok, écoute, ravi de ça. Est-ce qu'on peut clôturer cette vidéo avec ce que j'ai appelé le Golden Advice, si tu as un conseil à donner justement à toutes les personnes qui veulent potentiellement venir au Danemark, mais même tenter une expatriation à l'étranger? Oui, pour moi, il y a un prérequis déjà à vouloir venir à l'étranger. Ça peut paraître bateau, mais en fait, j'ai vu des candidats à l'expatriation qui n'avaient pas ça et du coup, je ne comprenais pas les motivations. C'est vraiment un peu ce côté aventureux, le souhait de l'aventure, c'est de découvrir quelque chose. Vous avez des points forts à apporter en étant français et en s'expatriant. Vous allez apporter beaucoup et donc ça fait une force. Mais aussi, il ne faut pas être. Quand j'étais arrivé à Copenhague, mon N+2 m'avait dit. Faut pas être trop français non plus. Voilà. Faut avoir la volonté de s'intégrer un petit peu. Ce qui demande beaucoup de travail sur soi, dépendamment de votre caractère. Mais voilà, c'est s'expatrier, c'est le souhait de découvrir autre chose et de vraiment s'immerger ailleurs. C'est le premier truc. Et puis après, deuxièmement, sur comment on le fait, soyez ouverts à l'écoute des opportunités, multipliez les occasions de faire du réseau. Si vous avez des boîtes sur lesquelles qui ont une exposition ou une présence internationale, c'est le premier levier. Sinon, essayez de trouver du réseau sur des events. Oui, ça peut faire quelques allers-retours, mais travaillez ce network de la même façon que vous le ferez chez vous pour pouvoir trouver des opportunités. Toi, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Guillaume. De rien. D'avoir accepté cette vidéo. C'était pour moi une petite masterclass. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir ici. Et puis, je pense que je ferai peut-être une conclusion en off, mais là, on part faire du vélo. Donc, voilà, donc je crois que nos collègues vont bientôt sonner. Le vélo est derrière, on va aller s'habiller. Allez, let's go.